concernant le texte de Coderlo de Laclos, donc les liaisons dangereuses, vous avez tous bien été récupérer ce texte-là, vous avez tous bien fait la fiche bac sur la marquise de Merteuil. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions concernant le texte précédent? Parce qu'en fait, du coup, on l'a pas fait ensemble. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il faut qu'on revérifie? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, C'est bon. a priori pas un texte difficile, mais bon, après, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous m'envoyez les questions soit sur Discord, soit sur Skolinfo, voilà, il n'y a pas de souci. Pour aujourd'hui, vous pensez bien que vous avez votre fiche de lecture à me rendre si vous le souhaitez, donc jusqu'à ce soir, 22h, on va dire. Vous me l'envoyez soit sur ma boîte Gmail, soit sur Skolinfo si ça fonctionne. Par contre, vous pensez bien à me l'envoyer en PDF parce que sinon, j'arrive pas à lire. Donc voilà. Vous n'oubliez pas aussi que vous aurez normalement une note d'oral ce trimestre-là, qui sera un gros coefficient. Je ne sais pas si on pourra récupérer le DS de 4 heures, mais si jamais on peut le récupérer, il y aura beaucoup de notes à gros coefficient. Donc surtout, pensez bien à ça. Et surtout, cette fiche de lecture, je veux la voir malgré tout dans votre carnet du lecteur officiel quand je vous ferai passer à l'oral. N'oubliez pas que vous devez m'apporter carnet du lecteur officiel, carnet du lecteur personnel. Et donc, je veux voir vraiment tout ça quand vous allez passer à l'oral. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est bon pour vous? Alors, je ne sais pas si tout va bien ou si vous m'entendez plus. Non, c'est bon, j'entends. Non, c'est bon? Ok, très bien. Alors, on va prendre le texte d'Indiana. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, l'idée, c'est qu'on a un parcours qui s'appelle Individu, morale et société. Et moi, j'ai décidé de le cibler sur l'évolution de la femme. Si on prend notre œuvre de départ, c'est La Princesse de Clèves. Dans La Princesse de Clèves, c'est une femme qui est complètement assujettie en fait par les règles de la société, qui a du mal à avoir un certain épanouissement. Elle n'est pas amoureuse de son mari, elle est amoureuse du duc de Nemours, mais en même temps, duc de Guise, pardon, c'est dans La Princesse de Montpensier, ça. Elle est amoureuse du duc de Guise et en même temps, il est impossible pour elle de vivre cet amour. Donc, elle est complètement régie par les règles de la société. Quand vous avez travaillé sur le texte des liaisons dangereuses, donc au XVIIIe siècle, donc quasi 2 siècles plus tard, là, on a une femme qui se rebelle finalement contre le diktat des hommes et qui décide de vivre exactement comme les hommes, de faire comme eux. Mais évidemment, elle peut pas le faire de façon ouverte, elle est obligée de le faire de façon discrète. Donc, c'est une femme qui devient absolument machiavélique et sournoise pour pouvoir vivre comme les hommes. Et là, donc, avec Indiana, qui est le premier roman de George Sand, on va avoir une femme qui va se rebeller, mais qui va se rebeller ouvertement devant son mari. Son mari, qui est un homme très autoritaire, très désagréable, beaucoup plus âgé qu'elle. Et donc, elle va pas hésiter finalement à se battre, à se mesurer à lui. Alors évidemment pas avec les armes, hein, mais avec la parole. Et donc là, on atteint une autre évolution. Donc je vous avais demandé de refaire des recherches sur Indiana. Indiana, c'est un roman féministe, hein, donc ça met vraiment la femme en avant. C'est l'un des premiers romans féministes qui met vraiment, voilà, à ce point-là la femme en avant. George Sand, donc c'est pas son vrai nom, elle l'a publié sous ce pseudonyme pour pouvoir justement, pour le publier, il fallait qu'elle ait un prénom d'homme d'une certaine façon. Donc là, on a vraiment une femme qui se rebelle et qui se rebelle, de façon ouverte et face à la société devant tout le monde. Donc là, dans cette scène, on est dans le chapitre 21 du livre 3, en sachant qu'il y a 4 livres. Donc on est quasiment à la fin. Et la Indiana, donc l'héroïne, a découché. Elle a quitté la maison et elle voulait retrouver son amant, mais finalement, elle ne l'a pas fait. C'est compliqué, hein, ce livre-là, je ne sais pas si vous avez vu le résumé, mais en gros, c'est les feux de l'amour. On est vraiment dans ce contexte-là. Donc finalement, elle décide de ne pas rejoindre son amant. Et par contre, son mari s'est quand même aperçu que soit elle s'était levée très tôt, soit finalement, elle n'était pas rentrée de la nuit. Dans cette scène, il y a 3 protagonistes, 3 personnages. Donc, il y a Indiana, il y a le colonel Delmar, qui est son mari,
et il y a Ralph. Ralph, c'est le cousin d'Indiana, et c'est le cousin qui est finalement un amoureux transi d'Indiana. Il va lui avouer qu'à la fin, ils vont se suicider tous les deux. Enfin, ça va être une fin absolument grandiose. Il lui avoue son amour vraiment qu'à la fin du roman, et elle se rend compte que finalement, elle avait sous les yeux quelqu'un qui l'aimait et quelqu'un qui prenait sa défense tout le temps, et elle n'en a pas profité comme elle aurait dû. Donc là, on a ce personnage de Ralph qui va permettre de limiter finalement cette scène qui est au départ une scène extrêmement violente. C'est-à-dire que, évidemment, le colonel va s'énerver après elle dès qu'il va savoir qu'elle n'a pas, a priori, pas dormi là. Donc on va prendre la lecture. Là, il y a un paratexte. Je vous le laisserai pour le bac blanc. Par contre, vous ne l'aurez plus pour le jour du bac. Le paratexte, vous n'avez aucune ligne, rien pour vous expliquer. Là, moi, je vais vous le lire quand même. Donc, premier roman publié par George Sand, seul et sous ce pseudonyme, il raconte la vie d'une jeune femme née sur l'île Bourbon, donc aujourd'hui c'est la Réunion, mariée à un homme plus âgé et très autoritaire, le colonel Delmar. Dans ce passage, les deux époux s'affrontent. Quand son mari l'aborda d'un air impérieux et dur, il changea tout d'un coup de visage et de ton et se trouva contraint devant elle, maté par la supériorité de son caractère. Il essaya alors d'être digne et froid comme elle, mais il n'en put jamais venir à bout. « Daignerez-vous m'apprendre, madame, lui dit-il, où vous avez passé la matinée, ou peut-être la nuit ?» Ce peut-être apprit à madame Delmar que son absence avait été signalée assez tard. Son courage s'en augmenta. « Non, monsieur, répondit-elle, mon intention n'est pas de vous le dire. » Delmar verdit de colère et de surprise. « En vérité, dit-il d'une voix chevrotante, vous espérez me le cacher ?»« J'y tiens fort peu, répondit-elle d'un ton glacial. Si je refuse de vous répondre, c'est absolument pour la forme. Je veux vous convaincre que vous n'avez pas le droit de m'adresser cette question. » Je n'en ai pas le droit, mille couleuvres. Qui donc est le maître ici, de vous ou de moi? Qui donc porte une jupe et doit filer la quenouille? Prétendez-vous m'ôter la barbe du menton? Cela vous sied bien, femmelette. Je sais que je suis l'esclave, et vous le seigneur. La loi de ce pays vous a fait mon maître. Vous pouvez lier mon corps, garrotter mes mains, gouverner mes actions. Vous avez le droit du plus fort, et la société vous le confirme. Mais sur ma volonté, monsieur, vous ne pouvez rien. Dieu seul peut la courber et la réduire. Cherchez donc une loi, un cachot, un instrument de supplice qui vous donne prise sur elle. C'est comme si vous vouliez manier l'air et saisir le vide. Taisez-vous, sotte et impertinente créature. Vos phrases de roman nous ennuient. Vous pouvez m'imposer silence, mais non m'empêcher de penser. Orgueil imbécile, morgue de vermisseau, vous abusez de la pitié qu'on a de vous, mais vous verrez bien qu'on peut dompter ce grand caractère sans se donner beaucoup de peine. Alors, vos impressions, je vous écoute. Il y a beaucoup d'expressions et de tournures de phrases assez particulières qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Oui, alors ça, en fait, les expressions et les tournures particulières, c'est parce qu'en fait, ça fait très 19e siècle. Et comme c'est finalement un texte qui est très oral, on parle, comme on parlait à l'époque, plutôt à l'oral et pas à l'écrit. Ce qui fait qu'effectivement, il y a des expressions que vous n'entendez pas, que vous ne connaissez pas, notamment mille couleuvres, femmelette. Mais tout ça, c'est des expressions assez grossières au final. C'est un peu ce qu'on pourrait trouver dans le... Ça me fait penser aux bandes dessinées de Tintin, en fait. Mais c'est vraiment des expressions voilà, qui font appel à un langage oral. C'est quoi son argument de défense à Indiana? Qu'est-ce qu'elle lui dit à son mari? Qu'elle est libre de penser. Oui, qu'elle est libre de penser. Et par rapport à son état de femme, qu'est-ce qu'elle en dit? Que lui, il peut rien y faire, même si elle est inférieure à lui à cette époque. Concrètement, elle peut penser, il peut rien. Il n'a pas d'emprise dessus. Exactement. Elle lui dit que sa liberté de penser, enfin la seule chose qu'elle ait, c'est sa liberté de penser et qu'elle décide de faire exactement ce qu'elle veut, même si en gros son corps ne lui appartient pas et que tout le reste appartient à son mari. Ça vous fait pas penser à un texte, ça? Dans quel texte on a déjà rencontré ça? Vous devez l'avoir rencontré même tout seul.
C'est le texte de Coderlo de la Clos, c'est la marquise de Merteuil. La marquise de Merteuil, elle dit en gros la même chose. Je n'avais à moi que ma liberté de penser, il n'était pas question qu'on me la prenne. Et donc là encore, on a un personnage qui a compris que les femmes à cette époque-là, le seul droit qu'elles avaient, en gros, c'était de penser, mais surtout pas de s'exprimer et encore moins d'agir. Donc là, on a vraiment une sorte de plaidoyer pour la femme dans ce texte-là. Et donc, on a vraiment une femme qui se rebelle et qui critique finalement assez fortement les règles de la société. Donc évidemment, c'est George Sand derrière elle. Là, on a vraiment une double lecture et c'est un plaidoyer pour la femme, pour mettre en avant la femme. Est-ce que vous sauriez me trouver la différence entre la marquise de Merteuil et ce personnage d'Indiana? Est-ce que c'est les mêmes finalement? Elles ont l'air de se rebeller toutes les deux, mais est-ce que ce sont les mêmes? Allez, essayez, plus vous allez intervenir, plus ça va être facile. Est-ce qu'elles agissent de la même façon? Quand j'ai parlé de la marquise de Merteuil, est-ce que j'ai dit que c'était une féministe? Non. Non. Pourquoi? Elle est comment, la marquise de Merteuil? Elle est froide et Vas-y, Sacha, continue. et manipulatrice. Enfin, Oui, elle est manipulatrice. Est-ce que son but, c'est de défendre toutes les femmes? non, c'est de défendre ses intérêts. Enfin, Exactement, exactement. Donc la différence en fait entre là, c'est pour que vous fassiez le lien. C'est pas forcément des choses que vous devez dire à l'oral, mais par contre, c'est des questions qu'on peut vous poser en entretien. La différence entre la marquise de Merteuil et Indiana ici, c'est que la marquise de Merteuil, en fait, j'allais dire, elle fait tout pour sa pomme. C'est un peu familier, mais ne le dites pas comme ça. Mais je veux dire, elle ne voit que son bien-être à elle. Elle ne se bat pas pour la condition féminine. Ce n'est pas du tout une féministe. Alors qu'Indiana, elle parle des femmes en général. Et elle montre à quel point être une femme, voilà, c'est absolument terrible puisque finalement, c'est les hommes qui ont le pouvoir. Donc ici, on a deux femmes qui agissent totalement différemment. Indiana, c'est pour défendre la femme en général, alors que la marquise de Merteuil, finalement, elle est très contente que les autres femmes n'aient pas leur mot à dire parce que ça lui permet d'avoir de la supériorité sur elle aussi. Elle a non seulement de la supériorité sur les hommes, mais sur les femmes. Et ça lui plaît bien de ne pas être comme toutes les femmes. Donc là, on a deux personnages qui sont vraiment différents. Ça, c'était pour situer. Autre chose à savoir sur ce texte. Il y a 30 lignes. Il y a 30 lignes en Arial 12, en sachant que pour le jour du bac, on vous dit des textes de 20 à 25 lignes. Sauf que moi, j'ai pas pu me résoudre à couper ce texte. C'était pas facile parce qu'on peut pas couper un texte comme ça n'importe comment. J'aurais pu évidemment vous enlever les 5 premières lignes, mais je pense qu'elles sont extrêmement importantes pour bien comprendre finalement ce dialogue un peu théâtral. Et puis évidemment, on pouvait pas enlever la fin parce que la fin, c'est en gros la clôture de la discussion, donc c'était pas possible. Il se peut qu'on vous donne le jour du bac qu'à partir de la ligne 6. C'est possible. D'accord? Donc vous vous inquiétez pas. Dans ce cas-là, vous présentez un petit peu dans l'introduction ce qu'on va dire pour les premières lignes. Est-ce que c'est bon? Vous êtes prêts pour l'analyse linéaire? Oui, c'est bon. Prêt pour? Oui. Alors, vous intervenez dès que vous avez quelque chose à dire, dès que vous avez l'impression qu'on pourrait rajouter quelque chose de façon à étoffer au maximum cette analyse linéaire. Donc, ligne 1. Quand son mari l'aborda d'un air impérieux et dur, il changea tout d'un coup de visage et de ton et se trouva contraint devant elle, maté par la supériorité de son caractère. Donc là, on a un narrateur qui est comment dans ce passage-là? En sachant que les narrateurs évoluent parfois de ligne en ligne. Ici, le narrateur, il est comment? Est-ce que c'est un narrateur interne, un narrateur externe, un narrateur... Comment? Il est omniscient, c'est ça? Oui, c'est ça, il est omniscient, tout à fait. Donc on a un narrateur ici omniscient puisque il connaît finalement la façon de penser et la façon d'être du colonel Delmar. Pour regarder, le nom est écrit au-dessus dans le paratexte. Donc effectivement, on a un narrateur omniscient. Quand son mari l'aborda d'un air impérieux et dur, on a une subordonnée circonstancielle de quoi ici? Quand son mari l'aborda d'un air impérieux et dur. J'ai pas compris. De manière?
Non. Et effectivement, ça exprime la manière. Mais quand son mari l'aborda d'un air impérieux et dur, il changea tout d'un coup. Oui, de temps. C'est une subordonnée circonstancielle de temps. Vous le notez, ça, vous le direz pas forcément dans l'analyse linéaire, mais ça vous permet, si jamais on vous pose la question, de savoir quoi répondre. On a quand, donc forcément, voilà. Et ça exprime ici le côté quasiment simultané. Donc, on a une expression simultanée quand son mari l'aborda d'un air impérieux et dur. Donc, c'est lui qui va parler en premier, puisque c'est lui qui va l'aborder. On est bien ici dans le temps de l'action, puisqu'on a aborda au passé simple. Donc, d'un air impérieux et dur. Donc là, c'est le narrateur omniscient qui constate ça. Impérieux et dur, c'est deux qualificatifs du mari. Et en fait, il est toujours comme ça. Il est toujours impérieux, c'est-à-dire qu'en gros, il se prend pour quelqu'un d'extrêmement important, il a un ego très démesuré, et dur, c'est-à-dire que évidemment, il est colonel, donc c'est un militaire, donc il a un côté extrêmement ferme dans sa façon de s'exprimer. Il changea tout d'un coup de visage et de ton, et se trouva contraint devant elle, maté par la supériorité de son caractère. Il changea tout d'un coup de visage et de ton. Pourquoi? Comment est-ce que vous le comprenez? Pourquoi est-ce qu'il change d'un coup? Donc, il veut lui parler. Et quand il veut lui parler, il a un air extrêmement sévère et très désagréable. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce revirement tout d'un coup? Qu'est-ce qu'il comprend dès le départ et que nous annonce le narrateur omniscient? Qu'il a aucune chance. Exactement, qu'il a aucune chance. Tout à fait, qu'il va pas avoir le dessus. Donc le narrateur omniscient, finalement, d'une certaine façon, nous prévient et nous explique que ça va bien se terminer pour elle. C'est une façon finalement de rassurer son lecteur. Il lui dit en gros, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. D'accord? Donc il changea tout d'un coup de visage et de ton. Donc là, on a une sorte de parallélisme dans la façon de le dire. Il y avait un air impérieux et dur. Il changea tout d'un coup de visage et de ton. Le visage, ça fait écho à l'air impérieux, et le ton, ça fait écho à l'air dur, à la façon dont il allait parler. Et au départ, il avait pris un air dur. Donc on voit que il va finalement, dès qu'il voit sa femme, il va pas agir comme il pensait le faire au départ. C'est-à-dire que là, il comprend qu'il est dans une situation extrêmement particulière, donc devant elle, maté par la supériorité de son caractère. C'est-à-dire que là, il comprend que, comment dire, il n'est pas dans une situation banale et qu'il va pas pouvoir lui parler comme il le fait d'habitude, parce que là, en gros, elle est en colère. Et la supériorité de son caractère montre bien finalement que ici, c'est elle qui va avoir le dessus. Supériorité de son caractère, ça montre que c'est Indiana ici qui va vraiment avoir le dessus dans la situation. Donc c'est une façon aussi pour le narrateur omniscient d'avertir son lecteur. Ne vous inquiétez pas, toute cette histoire va bien se terminer, elle a le dessus. D'accord? Parce qu'évidemment, l'altercation, pour un lecteur du 19e siècle, elle est ici extrêmement violente. La seule chose qui rassure finalement, c'est qu'il y a Ralph dans la pièce. On n'en parle pas ici dans l'extrait, mais il est dans la pièce. D'accord? Et c'est ce qui fait que finalement, le colonel Delmar est obligé aussi de faire attention à ce qu'il va faire. Il ne peut pas frapper sa femme devant un témoin. Il sait que le Ralph ne le permettra pas. D'accord? C'est bon pour vous? Donc, je continue puisque je n'ai pas de réponse. J'imagine que tout va bien. Ou alors vous ne m'entendez Oui, plus. non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Donc, il y a l'adjectif maté par la supériorité de son caractère. Maté, ça veut dire que finalement, tout l'air impérieux et dur qu'il a, c'est lui qui va se retrouver dominé par elle. D'accord? Donc, l'adjectif maté ici, là encore, c'est un signe du narrateur omniscient pour nous dire que c'est Indiana qui va avoir le dessus. Quand on mate quelqu'un, c'est finalement qu'on le soumet. D'accord? Il essaya alors d'être digne et froid comme elle. Il essaya alors, donc le alors, connecteur logique qui montre qu'il essaie de s'adapter lui aussi comme il peut, parce qu'en fait, d'une certaine façon, qu'est-ce qu'il est en train de faire, le colonel Delmar? Qu'est-ce qui lui arrive là? Quand il voit que sa femme est extrêmement décidée, finalement, il arrive avec son air impérieux et dur, et puis quoi? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand on Désarmé dit... devant. J'ai pas compris. Il est désarmé. Il sait pas quoi faire. Il perd Oui, confiance.
Oui, c'est ça. En fait, il perd confiance. En fait, il perd la face. Il est décontenancé. Il sait plus comment réagir finalement devant sa femme. Et donc là où on voit qu'effectivement il n'a pas le dessus, c'est que sa seule solution, ça va être d'agir comme elle. Alors, il essaya d'être digne et froid comme elle. Donc là encore, le verbe essaya au passé simple nous montre qu'il va essayer de la copier, puisque c'est elle qui a finalement le tempérament parfaitement adapté. Donc d'être digne et froid. Donc évidemment, là encore, ça fait écho à tous les adjectifs qu'il y a eu avant. Être digne, ça fait écho à l'air impérieux qu'on avait avant. Ça fait écho aussi à changer de visage. Et froid, ça fait écho à l'adjectif dur de la première ligne, au ton de la ligne 2. Donc, il va essayer finalement de la copier. D'accord ? Il comprend qu'il va pas avoir le dessus et il va essayer d'agir comme elle, puisqu'en fait, c'est une façon de reconnaître sa supériorité. Mais ils n'ont pu jamais venir à bout. Ça, qu'est-ce que c'est ? Qui est-ce qui parle ? Qui est-ce qui nous dit ça, là encore ? C'est le narrateur. Oui, c'est le narrateur. En fait, le narrateur, il avance dans le temps, il fait ce qu'on appelle une prolepse, il avance dans le temps et il est en train de nous dire qu'il n'en viendra pas à bout, qu'il n'aura jamais le dessus. D'accord ? Il n'en pu jamais venir à bout. C'est une façon de dire qu'il n'aura jamais le dessus sur sa femme. Là encore, c'est une façon pour le narrateur omniscient de rassurer son lecteur. Il n'aura pas le dessus. Donc le narrateur, explique le futur. Il annonce ce qui va se passer après. Donc, il n'en pu jamais venir à bout. Finalement, le narrateur prévient le lecteur. Vous inquiétez pas, lecteur, c'est Indiana qui va avoir le dessus. Donc, on passe ensuite à la ligne 6 et là, on rentre dans un discours direct. Alors, évidemment, quand on est dans un roman et qu'on rentre dans un discours direct, ça rend les choses évidemment beaucoup plus vivantes. Là, on a quasiment une scène de théâtre finalement sous les yeux. « Daignerez-vous m'apprendre, madame, lui dit-il, où vous avez passé la matinée et peut-être la nuit ?» Donc, c'est lui qui va lui parler en premier, d'accord ? Il va lui parler sur un ton finalement assez condescendant, puisqu'il va lui dire « daignerez-vous », c'est-à-dire en gros, est-ce que vous aurez l'aplomb, est-ce que c'est une sorte de menace aussi, hein, daignerez-vous, c'est une façon de l'agresser verbalement pour lui demander si elle va oser répondre pour dire à l'endroit où elle était. Donc le madame qui est mis ici entre virgules, c'est une façon d'insister là encore. D'accord ? Madame, c'est une façon aussi de montrer la froideur qu'il ressent. Donc, lui dit-il, donc ça c'est une incise, où vous avez passé la matinée et peut-être la nuit. Donc ici, on a bien une question. Le problème, c'est que, alors ne le dites pas comme ça, mais c'est que le colonel Delmar, il n'est pas très malin. C'est-à-dire qu'il aurait dû être plus sûr de ses sources et il aurait peut-être dû préciser dès le départ soit la matinée, soit la nuit. Or, il met les deux. Vous avez passé la matinée et peut-être la nuit, c'est-à-dire qu'en fait, à travers cette question, il se met dans une situation de difficulté, il se met tout seul dans cette situation difficile, puisqu'il est en train de prouver à travers cette question que finalement, il n'est pas sûr de lui. D'accord ? Et donc ça encore, ça va donner de l'assurance à Indiana, puisqu'en fait, en gros, il ne sait pas si elle est partie juste le matin, juste la nuit. Donc évidemment, les deux choses ne sont pas pareilles. Hein. Si elle est partie le matin, bon voilà, il s'est peut-être pas passé grand-chose. Si elle a découché, il est évident qu'il y a plus de choses derrière tout ça. Ce peut-être apprit à Madame Delmar que son absence avait été signalée assez tard. Donc là, c'est le narrateur qui se remet à parler. Et donc, le narrateur, d'une certaine façon, est en train d'analyser les propos du colonel Delmar en disant le peut-être, l'adverbe peut-être montre bien finalement que le colonel Delmar n'est pas très au courant de l'absence de sa femme. Quand on parle de Madame Delmar, on est bien d'accord qu'on parle d'Indiana à ce moment-là. Hein. Donc, ça montre bien finalement qu'il n'est pas sûr de l'endroit où a dormi, où a été sa femme. Il n'est pas sûr qu'elle soit partie que le matin ou la nuit.
Donc que son absence avait été signalée assez tard. Et donc évidemment, là, elle comprend qu'il n'est pas sûr de tout ça. Donc c'est le narrateur qui nous le dit. Donc là encore, on voit qu'on a affaire à un narrateur omniscient, puisqu'il est à la fois dans les pensées du colonel Delmar au départ, puisqu'il avait changé de ton et de visage, et puis il était capable d'annoncer la suite de l'histoire en disant que ça allait bien se terminer pour Indiana. Mais il est également dans les pensées d'Indiana, puisque à ce moment-là, il est en train de montrer comment a réagi Indiana. Alors le fait qu'il soit dans la tête d'Indiana, ça montre quoi? Qu'est-ce qu'il essaie de montrer en fait, ce narrateur omniscient? Le fait qu'Indiana soit en train d'analyser finalement les propos de son mari. Ce peut-être appris à Madame Delmar que son absence avait été signalée. Ça montre quoi? Elle est comment Indiana en fait? Rentrez dans l'analyse là. Qu'est-ce que c'est Elle est plus intelligente que lui. Exactement. L'idée, c'est bien de prouver la supériorité intellectuelle d'Indiana. Elle est plus intelligente que le colonel Delmar. C'est-à-dire qu'elle, elle est capable d'analyser tous ses propos, alors que lui, dans la question qu'il a posée, il s'est mis en difficulté tout seul en me disant la matinée et peut-être la nuit. Donc là, le narrateur souligne son intelligence. Donc on a un narrateur qui prend parti dès le départ. Le narrateur prend parti pour Indiana. Il rassure son lecteur en disant « Ne vous inquiétez pas, ça va bien se finir ». Et puis, il met son personnage féminin vraiment en avant. Donc, son courage s'en augmenta. Ça montre bien que, évidemment, elle va tirer parti de la situation et ça va la conforter dans son aisance, puisque à ce moment-là, elle comprend bien finalement qu'il ne sait pas vraiment de quoi il parle. Et donc, elle se met à répondre. « Non, monsieur, répondit-elle, mon intention n'est pas de vous le dire. » Delmar verdit de colère et de surprise. Évidemment, elle lui répond, quand il lui dit « daignerez-vous de m'apprendre, madame ?» il l'apprend d'une façon, il lui parle d'une façon assez ironique, hein, il attend évidemment des réponses, et elle va rentrer dans ce jeu-là. « Ah bah, puisque c'est moi qui décide, daignerez-vous ?» Eh bien moi, je décide que je ne daigne pas. Non, je ne daigne pas répondre. Donc son nom est extrêmement lapidaire, il est très froid, et elle lui répond exactement sur le même ton, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de parallèle entre le fait que lui, il ait mis madame entre virgules, elle rajoute monsieur. Donc c'est une façon de l'accoster, de l'humilier en fait, de lui prendre, elle prend le même ton condescendant que lui. Donc non monsieur, répondit-elle, mon intention n'est pas de vous le dire. Donc là, on va voir après parce qu'elle va en parler. Mon intention, ça montre bien qu'elle met en avant sa volonté et elle ne le souhaite pas. Elle ne souhaite pas dire à son mari ce qu'elle a fait. Et donc ça, on verra après, on y reviendra. Delmar verdit de colère et de surprise. Donc là, évidemment, son mari réagit très très mal à ce propos parce qu'il refuse, il n'accepte pas qu'on puisse lui dire non, c'est évident. De surprise. Pourquoi de surprise? Comment est-ce que vous l'analysez, vous? Pourquoi de surprise? Ça prouve quoi? Parce qu'il s'attendait à ce qu'elle lui réponde directement. Enfin, il pensait pas qu'elle pourrait réfléchir en gros d'elle-même. Oui, tout à fait. En gros, il pensait pas que sa femme puisse s'opposer à lui. Pour lui, c'était totalement inconcevable. Parce que jusque-là, Indiana s'est parfaitement bien comportée. Elle a été la femme qu'on attendait d'elle, en fait. Et là, on voit bien que ce matin-là, les choses sont très différentes. Et donc, elle est très différente et que son mari ne s'attendait pas à ce qu'elle puisse réagir comme ça et qu'elle puisse s'opposer directement à lui. Donc là encore, dans cette phrase Delmar verdit de colère et de surprise, on voit bien la perte de contrôle de l'époux qui réagit physiquement finalement, qui montre des signes physiques de ce qu'il ressent. C'est-à-dire là où on a une Indiana qui est complètement impassible, qui n'exprime rien et qui arrive à garder le contrôle et qui est très froide, on a un mari finalement qui essaie de se contrôler mais qui n'y parvient pas. Donc il verdit de colère et de surprise, en gros sur son visage, son visage transcrit toutes ses émotions, tout ce qu'il ressent. Donc en gros, il perd le contrôle de lui-même. Et donc il va répondre. En vérité, dit-il d'une voix chevrotante, vous espérez me le cacher. Donc là, plusieurs choses. Une voix chevrotante, ça montre bien. Pourquoi chevrotante? Vous pensez que c'est de l'hésitation? Ça traduit quoi comme émotion ici, cette voix chevrotante?
Chevrotante, ça veut dire qui bouge un peu, qui tremble un peu, voilà, comme le bêlement d'une chèvre. Pourquoi, à votre avis, sa voix est chevrotante? Ça exprime quoi? Il est un peu paniqué. Oui, c'est à la fois de la panique et c'est quoi aussi? À quel moment on peut avoir une voix chevrotante? Quand on est comment? Dans quel état? Quand on est triste, par exemple, aussi. Est-ce que là, il est triste? Bah non, c'est pour ça que c'est pas logique. Non, ça colle pas. Il est Colère. énervé Ouais. plutôt, ouais. Ouais, c'est ça, il est en colère, tout à fait. Il est en colère, il est énervé. Et en fait, il n'arrive pas à garder le contrôle de sa voix. Il est tellement énervé que sa voix chevrotte, que sa voix tremble, en fait. C'est-à-dire qu'il essaie de se contrôler, mais il n'y parvient pas. Donc, dit-il d'une voix chevrotante. Donc, ici, chevrotante, ça veut bien dire que il ne parvient pas à masquer, en fait, sa colère, son énervement, et donc qu'évidemment, là encore, son corps est en train de le trahir. Son visage l'a trahi puisqu'il exprime la colère et la surprise, et là, son corps est en train de le trahir puisqu'il a du mal à parler. Donc, en vérité, dit-il, vous espérez me le cacher. Cette phrase, elle est comment? Vous espérez me le cacher. Ça montre que quoi? Ça montre Qu'est-ce qu'il est en train de faire? qu'il a bien compris que sa femme elle s'oppose à lui, quoi. Oui, il a bien compris que sa femme s'oppose à lui et qu'elle n'avait pas envie de lui dire ce qu'elle avait fait. Mais dans le ton, à votre avis, comment est-ce qu'il le dit? Vous espérez me le cacher. Derrière le verbe espérer, qu'est-ce qu'on a ici? Bah qu'elle va pas réussir à lui cacher. Oui, c'est ça. En fait, tout à fait, c'est de la menace ici. Vous espérez me le cacher, sous-entendu, vous croyez être assez forte pour me le cacher, mais croyez bien que vous n'allez pas me le cacher longtemps parce que c'est moi qui ai le dessus. Donc, vous espérez me le cacher ici, c'est extrêmement agressif. C'est une menace, hein, c'est vraiment une menace verbale. Sous-entendu, ça va être impossible. Vous pensez pouvoir me le cacher, mais croyez bien que vous allez me le dire. Donc là, il a un ton très menaçant. Et c'est d'autant plus inquiétant que la voix chevrotante montre bien qu'il ne se contrôle pas, qu'il est en train de perdre ses moyens, qu'il perd le contrôle de lui-même. Donc là, évidemment, quand le lecteur lit ce passage-là, il est extrêmement inquiet pour Indiana. À cette époque-là, un homme pouvait tuer sa femme sous les coups sans être véritablement inquiété. La seule chose qui rassure le lecteur ici, c'est qu'il y a Ralph, donc il y a une tierce personne qui est là, et puis c'est le narrateur. Le narrateur qui a dit, en gros, qu'il n'en viendrait pas à bout et que c'était elle qui avait la supériorité. Mais c'est la seule chose. Sinon, cette scène, elle est extrêmement violente. Et donc, ligne suivante, c'est fait ligne 13, Indiana répond « J'y tiens fort peu », répondit-elle d'un ton glacial. Donc, j'y tiens fort peu. L'idée, c'est qu'elle reste dans le même état d'esprit que lui. Elle joue ce même rôle. J'y tiens fort peu, sous-entendu, moi ça m'est égal de le cacher, peu importe, mais en gros, vous n'allez pas accepter que je vous dise ce que j'ai fait. Donc, d'un ton glacial, le ton glacial montre bien finalement que c'est qu'elle arrive, elle, à garder un ton très détaché, qu'elle est vraiment maîtresse de ses émotions. D'accord? Le ton glacial, en fait, ça fait écho au ton dur, à l'air dur que lui espérait prendre au départ. C'est-à-dire que là, en gros, elle s'est transformée d'une certaine façon dans son mari. Elle imite le colonel Delmar, mais elle garde le contrôle. Donc, répondit-elle d'un ton glacial, montre bien qu'elle garde absolument bien le contrôle. Si je refuse de vous répondre, c'est absolument pour la forme. Et alors là, cette phrase-là, elle est absolument terrible parce qu'en fait, elle est en train de le narguer. Si je refuse de vous répondre, c'est juste parce que j'ai pas envie de vous le dire. C'est juste parce que j'ai décrété que je ne vous le dirai pas. C'est pas que, voilà, il n'y a rien à cacher. Je pourrais vous le dire si je voulais, mais en gros, je vous le dirai pas. Donc là, d'une certaine façon, elle est en train de le provoquer. Donc évidemment, provoquer quelqu'un en colère, c'est pas extrêmement malin, mais ça montre également aussi, elle est intelligente, hein, c'est pas le problème, mais en fait, elle est en train de se rebeller complètement, et elle est en train de lui dire, qu'en gros, elle fait ce qu'elle veut, et puis, comme lui, étant un homme, il a le droit de faire et de dire ce qu'il veut, elle fait ce qu'elle veut aussi. Donc, si je refuse de vous répondre, c'est absolument pour la forme. Donc là, cette phrase-là, elle est extrêmement violente puisqu'elle est en train de le provoquer. Elle est en train de dire qu'effectivement, elle pourrait répondre, mais elle ne souhaite pas. C'est pour la forme. En gros, c'est simplement parce qu'il lui a demandé.
Je veux vous convaincre que vous n'avez pas le droit de m'adresser cette question. Donc, je veux vous convaincre, là encore, c'est extrêmement fort puisqu'elle va se placer en donneuse de leçons. Donc là où généralement c'était l'homme qui disait à la femme comment se conduire, là, elle inverse les rôles puisqu'elle décide finalement de prendre le dessus sur son mari. Je veux vous convaincre. Donc ça montre bien son intention et ça montre bien son intention dans un rôle de comment dire, pour apprendre en fait, pour le transformer. Donc là, ça met bien en avant sa volonté de femme de prendre le dessus. Donc que vous n'avez pas le droit de m'adresser cette question. Donc là, elle rentre vraiment dans un rôle très féministe, puisqu'elle est en train de lui dire que, bah oui, en tant que mari, il n'a pas le droit de lui poser cette question. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous comprenez l'enjeu ici? En gros, elle l'utilise, il lui pose une question, elle décide qu'elle y répondra pas, mais pas parce qu'elle a quelque chose à cacher, elle a décidé qu'elle y répondrait pas parce que il n'y a pas de raison que quand un homme pose cette question-là à une femme, elle soit obligée de répondre. Donc en gros, elle va utiliser sa situation personnelle pour en faire un cas général de la femme en général. Et alors qu'elle n'a pas envie de lui répondre sur cette situation précise, finalement, elle est en train de lui dire mais une femme ne devrait pas répondre à son mari quand il lui pose une telle question. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Vous percevez bien le côté féministe et la différence finalement qu'il peut y avoir avec la marquise de Merteuil, qui elle parlait vraiment que pour elle. Là, Indiana, elle est vraiment en train de mettre en avant le statut des femmes. Elle essaie de lui faire changer de point de vue sur les femmes et en train de lui dire que un homme ne doit pas se comporter comme ça. Donc on arrive à la ligne 16. Évidemment, une femme qui répond ça à son mari au 19e siècle, c'est absolument inconcevable. Et donc, on a un mari qui va perdre le contrôle de lui-même. Je n'en ai pas le droit, 1000 couleuvres. Donc, 1000 couleuvres, c'est une expression, c'est une sorte d'injure. Pensez au capitaine Haddock dans Tintin. 1000 couleuvres, c'est vraiment une expression, donc c'est grossier. Ça montre bien, puisque c'est un colonel et qu'en général, il est très dur, très froid, qu'il est en train de perdre le contrôle. Et c'est l'idée de droit, finalement, qu'il va soulever. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans deux points de vue opposés. Indiana, elle est en train de lui dire « Je suis une femme, vous n'avez pas le droit de me poser des questions. » Et dans sa tête à lui, c'est « Il est un homme et il a tous les droits sur sa femme. » Donc là, on va faire intervenir l'idée de justice dans cette opposition homme-femme. Et donc, évidemment, on voit deux points de vue complètement différents. Donc, le point d'exclamation et tous les points d'interrogation qui sont des questions rhétoriques montrent bien la perte de contrôle qu'il a sur lui-même du colonel Delmar. Qui donc est le maître ici, de vous ou de moi? Donc évidemment, pour lui, c'est une question purement rhétorique. Là, il montre à quel point il est agacé, à quel point il est énervé, puisque qui donc est le maître ici, de vous ou de moi? Il est bien évident que pour lui, c'est lui. D'accord? Et donc, qu'effectivement, il n'est pas question qu'elle puisse prendre des droits. Donc là, cette question rhétorique montre bien qu'il essaie d'affirmer, d'appuyer son statut d'homme. Donc, lui, il est convaincu finalement, puisqu'il a le droit de son côté, que c'est lui le maître ici. Évidemment, il va enchaîner les questions et il va enchaîner les réflexions, ce qui fait qu'elle ne va pas avoir le temps de lui répondre. Il est évident que si elle avait eu le temps de lui répondre à ce moment-là, elle lui aurait dit que c'était pas lui le maître et qu'ils étaient maîtres tous les deux. Or là, il lui laisse pas le temps de répondre. Il enchaîne puisqu'il est très énervé. Qui donc porte une jupe et doit filer une quenouille? Alors là encore, on a une question rhétorique, parce que pour lui, en fait, le rôle d'une femme, eh bien, c'est juste de porter une jupe, et le simple fait qu'elle porte une jupe fait qu'elle est inférieure à lui, et doit filer une quenouille. Alors en gros, vous savez, c'est filer la laine, c'est transformer la laine des moutons en laine tricotable. Donc filer une quenouille, c'est ça, c'est vraiment filer la laine. Et donc en gros, il est en train de la rabaisser, il est en train de lui dire « mais vous n'êtes qu'une femme, vous portez une jupe et vous faites des tâches de femme. Moi, je suis un homme, moi, je suis supérieur à vous. » Donc là, il est très humiliant dans sa façon de la considérer. Évidemment, c'est la façon dont quasiment tous les hommes considéraient les femmes à cette époque-là. D'accord? Prétendez-vous m'ôter la barbe du menton?
là encore, c'est une question. Prétendez-vous montre bien qu'elle n'est pas du tout dans son droit en ce qui le concerne. M'ôter la barbe du menton, la barbe, c'est un signe de virilité. D'accord? Le fait qu'il ait une barbe montre bien que c'est un homme, c'est un signe de virilité. Je vous laisserai réfléchir sur la mode de la barbe en ce moment, puisque tous les jeunes hommes, ou les hommes en général, ont tendance à vouloir porter une barbe. Réfléchissez là-dessus dans une société où on prône l'égalité entre les hommes et les femmes. Bref, je vous laisse réfléchir sur la mode de la barbe au XXIe siècle. Mais l'idée dans ce texte, c'est de se dire que finalement, lui, il porte la barbe, lui, c'est un homme, et que en gros, c'est pas Indiana, une pauvre femme, qui va pouvoir changer les choses. Donc le prétendez-vous, le verbe montre bien qu'il essaie de la remettre à sa place. D'accord? Cela vous sied bien, femmelette. Donc cela vous sied bien, c'est-à-dire qu'en gros, cela vous va bien, en gros, d'avoir l'idée de pouvoir me transformer. C'est-à-dire que là, il est en train de lui dire que elle, comment dire, j'ai des expressions familières, mais elle prend la grosse tête et qu'elle est en train de vouloir changer les choses, mais que c'est pas possible. Donc en gros, il lui dit que cela vous sied bien, cela vous va bien de pouvoir transformer, changer, de vouloir transformer le monde. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, il la prend pour une folle, là, tout simplement. D'accord? Et le femmelette, ici, c'est une insulte. Et non seulement il la traite de femme, donc c'est une insulte en soi, puisque il la remet à sa place de femme, mais avec le suffixe et, il la met à sa place de petite femme. Donc c'est extrêmement insultant ici. Donc cela vous sied bien, femmelette. Il est en train de dire en gros que sa femme devient folle et qu'elle prend des initiatives qui sont hors du commun pour une femme, et il la remet à sa place de femme. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous comprenez bien la perte de contrôle du mari, les insultes qui sont les insultes du mari, mais qui sont les points de référence de tous les hommes de cette époque-là? C'est bon pour vous? Oui? Oui, oui. Oui. Vous me dites, surtout si ça va trop vite. Je sais que là, c'est un peu difficile. C'est moi qui prends beaucoup la parole. Et en même temps, je sais que pour vous, c'est difficile d'écrire et en même temps de participer. Mais n'hésitez pas, si vous avez des choses à dire, vous me coupez. Donc là, on arrive à la ligne 19 et Indiana va répondre. Je sais que je suis l'esclave et vous le seigneur. Et donc là, elle va montrer qu'effectivement, elle reconnaît son statut. Une femme à cette époque-là n'est rien. Mais elle va rentrer dans l'hyperbole, elle va rentrer dans l'exagération, puisqu'une femme à cette époque-là n'est tout de même pas une esclave. D'accord? Donc là, elle exagère la situation, mais c'est une façon de lui montrer que, bah oui, il est supérieur. Oui, puisque la société reconnaît qu'il est supérieur, eh bien elle, finalement, elle n'a pas plus de pouvoir qu'une esclave. Donc je sais que je suis l'esclave et vous le seigneur, ça prouve bien qu'elle rentre dans son jeu ici et qu'elle n'est pas en train de devenir folle. Elle sait très bien ce qu'elle dit, elle sait très bien ce qu'elle fait, et c'est sciemment qu'elle va se rebeller contre ça, pas qu'elle devienne complètement folle, mais qu'elle en a marre que les femmes soient en dessous des hommes. Donc, quand elle dit « je sais que je suis l'esclave et vous le seigneur », c'est une hyperbole, c'est une exagération, mais en même temps, ça montre bien ce qu'elle ressent, elle, ou ce que ressentent toutes les femmes de son époque. Finalement, les femmes n'ont pas leur mot à dire, elles sont considérées comme des esclaves. La loi de ce pays vous a fait mon maître. Alors quand elle dit la loi de ce pays, on est bien d'accord que c'est pas juste l'île de la Réunion. La loi de ce pays, c'est la France, d'accord? Vous a fait mon maître. Donc là, il y a une attaque de la part d'Indiana, mais évidemment derrière de la part de George Sand, qui montre bien finalement que c'est l'État français et c'est la justice qui est responsable de ce manque d'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc ça, c'est extrêmement violent comme attaque. Donc on a une George Sand ici qui est extrêmement féministe et qui critique les lois de son pays puisqu'elle attaque directement ce qui rend finalement les inégalités hommes-femmes possibles. C'est la loi du pays. La loi du pays vous a fait mon maître, donc là il y a une critique très violente à l'égard du gouvernement. Vous pouvez lier mon corps, garrotter mes mains, gouverner mes actions. Donc là, évidemment,
elle montre tout ce qu'un homme et tout ce qu'un homme peut faire contre sa femme. Donc là, elle fait une énumération, elle l'a fait sous forme de parallélisme ici. Donc, vous pouvez lier mon corps, donc vous pouvez lier verbe à l'infinitif, mon corps, adjectif, donc mon adjectif possessif, corps, un élément qui appartient évidemment, qui lui appartient. Garrotter, verbe, mais adjectif possessif, main, élément qui lui appartient. Gouverner, mes actions, gouverner, infinitif, mais adjectif possessif, action, ce qui lui appartient. Donc là, en gros, on a un rythme ternaire, rappelez-vous, on est dans l'idée de 3, donc ça montre bien qu'on est dans un discours argumentatif. Vous pouvez lier mon corps, 1, garrotter mes mains, 2, gouverner mes actions. Ce rythme ternaire a une forme d'insistance puisqu'il est construit sur 3 parallélismes, verbe, adjectif possessif et élément du corps d'Indiana. Et en plus, on a une gradation dans le sens, puisque vous pouvez lier mon corps, c'est-à-dire m'empêcher de faire ce que je veux. Garrotter mes mains, ça veut dire m'empêcher de faire même des actions sur moi-même. Gouverner mes actions, en gros, gouverner tout ce qu'elle peut faire. Cette phrase est extrêmement importante, puisqu'elle montre bien finalement qu'un homme a tous les pouvoirs sur sa femme. Est-ce que c'est bon pour vous ou est-ce qu'il faut que je revienne là-dessus? Est-ce que ce passage-là, il est extrêmement important? Non, c'est bon. C'est bon? Donc, on a un parallélisme sur un rythme ternaire. Ce parallélisme est composé à chaque fois d'un verbe à l'infinitif, d'un adjectif possessif et d'un élément du corps d'Indiana. Ce rythme ternaire va vers la gradation et insiste bien sur l'inaction des femmes à cette époque-là. Vous avez le droit du plus fort et la société vous le confirme. Donc là, évidemment, c'est une accusation extrêmement évidemment forte. Vous avez le droit du plus fort. En gros, vous avez non seulement vous êtes plus fort en force, mais en plus vous avez le droit de votre côté. Et la société vous le confirme, c'est-à-dire que la société est d'accord avec ça. Donc, dans un premier temps, George Sand a attaqué le pays. Elle a attaqué ensuite la justice du pays, et puis là, finalement, elle attaque toute la société, finalement, qui cautionne tout ça, c'est-à-dire que la société trouve normal qu'un homme ait le dessus sur sa femme. Donc là, on a affaire vraiment à un passage extrêmement féministe qui défend la cause de la femme. Donc la société vous le confirme, ça montre bien, finalement, que la société accepte tout ça. J'essaie de voir s'il n'y a pas un chiasme là. Vous avez le droit du plus fort et la société vous le confirme. Non, pas sûr. Non, ça tient pas. Bref, on continue. Mais sur ma volonté, monsieur, vous ne pouvez rien. Rappelez-vous, le point-virgule, ici, il fait écho aux 2 points. C'est-à-dire que le point-virgule, souvent, il amène une explication. Quand on avait travaillé dans le fichier d'expression, la première feuille qu'on avait dû faire, c'était sur la ponctuation. C'est extrêmement important puisque là, le point-virgule, ici, à l'origine, quand il est bien utilisé, c'est vraiment comme s'il était utilisé pour 2 points. Donc, c'est une explication. Mais sur ma volonté, monsieur, vous ne pouvez rien. Ça montre là, avec le monsieur aussi, qu'Indiana, elle continue sur son ton, elle continue de s'adresser à son mari avec ce ton supérieur et condescendant qu'on retrouve dans le monsieur. Et cependant, elle est en train de lui montrer à quel point, finalement, il ne peut rien sur elle. Ma volonté, vous ne pouvez rien. Donc le mais, la conjonction de coordination, montre l'opposition. Peut-être que le droit vous l'autorise, peut-être que la société accepte la situation, mais moi, voilà, opposition, sur ma volonté, monsieur, vous ne pouvez rien. En gros, vous ne pouvez pas agir. J'essaie de voir là encore. J'ai l'impression qu'il y a un chiasme, mais ça me vient pas trop. Vous avez le droit, en opposition à ne pouvez rien. La société vous le point. Non, c'est pas sûr. Laissez tomber. On va laisser tomber. Donc, l'idée, c'est que elle accuse. Donc, George Sand accuse évidemment le pays, accuse la justice, accuse la société, et elle met en avant finalement que les femmes ont une force. Donc là, c'est une sorte d'incitation au soulèvement des femmes.
finalement sur la volonté. Et donc là, elle fait écho évidemment dans la phrase Indiana à sa volonté de ne pas souhaiter répondre à son mari, on est bien d'accord. Mais ici, c'est d'une façon plus générale la volonté d'agir. Et donc là, elle est en train de lui dire que son mari, là-dessus, ne peut rien. Dieu seul peut la courber et la réduire. Et donc finalement, elle est en train de lui annoncer qu'elle n'accepte qu'un seul maître, et c'est Dieu. Et Dieu seul peut la courber ou la réduire. Donc le là ici, ça fait écho à quoi? Elle parle de quoi? Le là, le pronom là, il est mis pour qui? Pourquoi? C'est quoi cela? Ça reprend quoi dans la phrase d'avant? Je vous ai tous perdus là? Ça reprend sa volonté. Oui, c'est ça reprend sa volonté. Donc Dieu seul peut courber sa volonté et la réduire et en gros l'anéantir. Donc là, elle est en train de montrer qu'elle ne reconnaît qu'un seul maître et son maître, c'est Dieu. Donc là, évidemment, elle est en train de se rebeller complètement puisqu'elle rejette les lois du pays, elle rejette les lois de la société et donc elle ne met en avant que les lois divines. C'est la seule chose qui pourrait la soumettre. Et au niveau de Dieu, l'homme et la femme sont comment? Égaux? Oui, tout à fait. Pour Dieu, l'homme et la femme sont égaux. Donc là, elle est en train de montrer à quel point la société, la justice de son pays est totalement injuste. Cherchez donc une loi, un cachot, un instrument de supplice qui vous donne prise sur elle. Donc là, elle est en train encore de provoquer. Cherchez donc une loi, un cachot, un instrument de supplice. On a une énumération ici sous forme de gradation. Une loi, un cachot, un instrument de supplice. Gradation parce que, évidemment, la loi, c'est relativement faible. Le cachot, c'est synonyme de prison et de privé de liberté. Et un instrument de supplice, là, on arrive dans la torture. Donc, on a une gradation ici qui montre que finalement, même si on a une loi, même si on la met dans une prison et même si on la torture, eh bien, c'est pas sa volonté ne pliera pas. D'accord? La seule chose qui peut la faire plier, c'est Dieu. C'est comme si vous vouliez manier l'air et saisir le vide. Donc là, elle est en train de lui montrer finalement qu'il n'a aucun poids. C'est une métaphore pour lui montrer qu'il ne peut absolument pas avoir de pouvoir sur sa volonté. Donc manier l'air et saisir le vide. Ici encore, on a un rythme binaire qui est construit sur un parallélisme. Manier, infinitif, saisir, infinitif. L'air, donc article, le article, air, non, vide. D'accord. Tout ça avec une phrase exclamative. Donc ça montre le ton extrêmement fort d'Indiana. Mais vous pouvez constater que cette réplique-là, elle ne comporte qu'un point d'exclamation à la fin. Ça montre qu'elle arrive à se contrôler. Là où, lors de la réplique finalement de son mari, il y avait un point d'exclamation à 1000 couleuvres, un point d'interrogation juste après ma, un autre point d'interrogation après quenouille, un point d'interrogation après menton, et puis une phrase et un point d'exclamation après femmelette, ce qui montrait qu'il perdait le contrôle. Là, ça montre le ton qu'elle emploie, mais elle garde le contrôle sur sa phrase. Elle ne le met qu'une fois à la fin. C'est bon pour vous? Oui. Surtout, vous m'interrompez. Si ça va trop vite, vous me le dites. Le but, c'est pas de vous perdre. Donc là, évidemment, le colonel Delmar va être extrêmement agacé. Ligne 25. Taisez-vous, sotte et impertinente créature. Et donc là, il voit bien, c'est une preuve finalement qu'il ne peut pas aller contre sa volonté. Par contre, la chose qu'il peut faire, c'est lui demander de se taire. Et ça, il en a le pouvoir. Donc le taisez-vous, c'est un impératif. Il lui donne un ordre qui est extrêmement violent ici. Il va l'insulter, puisqu'il va la traiter de sotte et d'impertinente. Donc sotte, ça veut dire qu'elle a perdu toutes ses facultés intellectuelles. Et impertinente, ça montre bien qu'elle ne reste pas à sa place de femme. Donc sotte, elle est devenue pour lui complètement folle, et impertinente, elle ne reste pas à sa place. Là encore, ces adjectifs extrêmement injurieux montrent bien qu'il est en train de perdre le contrôle. On va s'arrêter sur le mot créature, parce que le mot créature ici, il est extrêmement important. C'est une façon pour lui de la rabaisser, c'est-à-dire qu'avant, il l'a traitée de femmelette,
Et là, maintenant, elle n'est même plus digne dans son esprit d'être une femme. Oui. En fait, c'est une déshumanisation. Enfin, Tout à fait. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, il la déshumanise complètement. Créature, pour lui, dans sa tête, elle est même plus au niveau de femme, elle est même plus au niveau de femmelette, elle est au niveau de créature. Par contre, le mot créature, il apparaît dans quoi? Qu'on a cité un petit peu plus haut. Pour décrire la femme et pour décrire même l'homme. À quel moment on utilise le mot créature? Dans le sens création qui a été créée. La religion. Oui, tout à fait, dans la religion. Et donc là, ce qui est intéressant ici, c'est que, en fait, en lui disant sotte et impertinente créature, pour lui, c'est extrêmement humiliant. Il veut la déshumaniser, mais en même temps, en employant le mot créature, il montre bien qu'il n'a rien compris à ce qu'elle vient de lui dire, puisque le terme créature est un mot qui est employé dans la Bible pour parler de la création de l'homme et de la femme. Et en disant créature, finalement, c'est un petit peu comme s'il disait que lui et elle sont égaux, puisque dans la Bible, ce qu'on parle de création de l'homme et de la femme, on parle bien de créature. Et donc, ici, ça montre bien à quel point, en gros, il est stupide, à quel point il est idiot. Non seulement il n'a pas compris tout ce qu'elle était en train de lui dire, elle lui dit, moi, il n'y a que Dieu qui peut finalement me juger, qui peut me forcer et me soumettre. Et là, lui, il va l'insulter en la traitant de sotte et d'impertinente, mais il emploie le mot créature, montrant que finalement, lui aussi, il est créé sur le même plan. Est-ce que vous comprenez le paradoxe là dans ses propos? Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, il veut l'insulter, il la traite de sotte et d'impertinente, mais en employant le mot créature, qui est un mot qu'on retrouve dans la Bible et dans la religion, et qui prouve que l'homme et la femme sont créés l'un comme l'autre, finalement, il montre qu'il n'est pas très malin et qu'il n'est pas très intelligent, qu'il n'a rien compris à ce qu'elle lui a dit. Donc c'est une façon aussi pour le narrateur ou pour même George Sand d'humilier aussi son personnage du colonel Delmar, qui est très caricatural finalement. Vos phrases de roman nous ennuient. Là encore, c'est probablement une façon pour George Sand de critiquer les hommes. Vos phrases de roman nous ennuient, c'est-à-dire qu'en fait, il part du principe que si elle se rebelle contre lui, eh bien c'est juste parce qu'elle lit trop de romans. Ce qu'il faut savoir, c'est que le roman au XIXe siècle, c'est pas le roman, livre plein d'émotions, livre à étudier comme on l'entend aujourd'hui. Au XIXe siècle, le roman, en gros, c'est l'équivalent des Feux de l'amour ou des séries télévisées actuellement. Les romans, c'était publié dans les journaux, que ce soit tous, Zola, Balzac, et donc c'était en gros des suites, c'était des épisodes, et donc les romans, pour les gens lettrés, les romans du XIXe siècle, c'était absolument pas quelque chose de bien, quelque chose de reconnu. On reconnaissait évidemment les auteurs du siècle des Lumières, on reconnaissait les auteurs de l'Antiquité, mais en aucun cas on ne reconnaissait les auteurs du XIXe siècle. Donc là, évidemment, c'est une sorte de pied de nez que fait George Sand en montrant à quel point son personnage du colonel Delmar est ridicule. Vos phrases de roman nous ennuient. Ça montre bien le côté en plus inculte du colonel Delmar. Pour lui, sa femme ne se rebelle que parce que elle lit des romans. D'accord? Et c'est ça qui la rend en gros stupide. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous comprenez bien là vos phrases de roman que c'est vraiment une insulte et qu'à cette époque-là, le roman c'était pas du tout considéré comme on le considère actuellement, que les grands écrits c'était des écrits de l'Antiquité, c'était des écrits évidemment des Lumières aussi, mais que tous les romanciers du 19e siècle, que ce soit Balzac, Flaubert, Zola, n'étaient absolument pas reconnus à ce moment-là, d'accord? C'était de la petite littérature. Nous, ce qu'on considère maintenant comme de la grande littérature, c'était de la petite littérature. Peut-être qu'un jour, on considérera que les Feux de l'amour, ça a autant d'importance finalement que les romans de Zola. Dans 2 siècles, peut-être. C'est pas gagné quand même, mais bon. Bref, j'adore quand je suis la seule à rire à mes blagues. Non, mais c'est déjà très drôle. C'est très... Merci. je me sens seule, au secours. Bon, bref.
Donc, ça c'est bon. Ligne 27 maintenant. Vous pouvez m'imposer silence, mais non m'imposer de pensée. Et donc là, évidemment, elle va rebondir sur ce que lui a dit, puisqu'il lui a demandé de taisez-vous. Et donc là, elle acquiesce. Elle lui dit bien, effectivement, vous pouvez m'obliger à me taire. Ça, c'est possible. Mais non m'empêcher de penser. Et donc là, encore, elle en rajoute en gros une couche. Elle est en train de redire que finalement, là, non, sa liberté de penser, elle lui appartient. Donc là, d'une certaine façon, elle le provoque encore, d'accord? Avec cette phrase qui est construite sur une opposition, puisqu'on a un mais, on a la conjonction de coordination mais, donc elle accepte, elle concède, vous pouvez m'imposer le silence, mais non m'empêcher de penser. Donc là encore, on a une sorte de parallélisme, même s'il n'est pas parfait, m'imposer silence, m'empêcher de penser. Donc ça montre bien que finalement, oui, il peut agir sur son corps, mais pas sur son esprit, puisque là, c'est ce qui se dédouble. Évidemment, suite à ça, lui, il va être encore plus énervé, encore être plus en colère. Orgueil imbécile, morgue de vermisseau. Donc là, j'ai pas insisté, mais en gros, dans les insultes, on est en train vraiment de monter en puissance. Plus ça va, plus c'est grossier. Morgue de vermisseau, c'est vraiment absolument effroyable comme insulte. Et insulter sa femme comme ça, c'est terrible. Donc là encore, ça montre sa perte de contrôle. Il ne se contrôle absolument pas. Vous abusez de la pitié qu'on a de vous. Donc là, il est en train de lui dire, en gros, j'ai pitié de vous et je vous laisse parler, je vous laisse dire un peu n'importe quoi, mais finalement, voilà, vous abusez de ça. Il est en train de lui dire, moi, je suis trop gentil pour vous laisser parler. Alors évidemment, il est en train d'inverser la situation à son avantage. Mais vous verrez bien qu'on peut dompter ce grand caractère sans se donner beaucoup de peine. Donc là, encore une opposition. Vous verrez bien, donc il est vraiment dans la menace. Il est en train de vraiment de montrer qu'il est capable d'agir sur elle. On peut dompter. Ce verbe est extrêmement terrible puisque c'est un verbe qu'on utilise généralement pour dompter les animaux. Donc c'est vraiment pour dompter, pour aller contre une bête sauvage, contre quelque chose d'extrêmement violent et non civilisé. Donc en gros, il la rabaisse encore à l'idée d'animal sauvage, mais il lui dit qu'il va la dompter, et derrière le verbe dompter, on a vraiment une idée de force et de violence. Donc dompter ce grand caractère, le grand évidemment, l'adjectif ici, il est ironique, c'est une antiphrase. Il est en train de dire qu'en gros son caractère, il est démesuré, c'est pas un grand caractère, c'est vraiment, voilà, c'est facile d'avoir le dessus sur ce type de caractère, sans se donner beaucoup de peine, c'est-à-dire qu'en gros, il a qu'à élever le bras et puis s'il lui donne un coup, elle tombe par terre. Donc là, ce texte s'arrête là, mais il continue, la discussion continue, mais comme j'ai dû m'arrêter à déjà 30 lignes, c'était beaucoup. En fait, j'ai dû m'arrêter avant la fin. Ce qui va suivre derrière, c'est que le colonel Delmar va perdre le contrôle de lui-même et il va l'attraper il va attraper son poignet et il va commencer à la mettre à genoux. Donc là, il va vraiment agir par la force. Parce que jusque-là, on était dans un conflit de mots, la violence était verbale, mais on voyait bien dès le départ que le colonel Delmar n'avait pas du tout le dessus. C'est Indiana qui avait le dessus. Le colonel Delmar, lui, dès le départ, il perd tous ses moyens. D'ailleurs, le narrateur nous l'annonce. Il perd le contrôle, il s'énerve, voilà. Et donc, à la fin, finalement, voyant qu'il est en train de perdre le dialogue, eh bien finalement, il va soumettre par la force. Heureusement, bien sûr, il y a Ralph qui est dans la pièce. Donc, il y a le cousin d'Indiana, secrètement amoureux d'Indiana, qui est dans la pièce. Et il va lui demander de reprendre son sang-froid. Et il va demander de se calmer. Et on comprend bien qu'il va le menacer, en gros, un peu physiquement aussi, pour qu'il reprenne le dessus. Donc, voilà. Est-ce que c'est bon pour ce texte ? Oui, c'est bon. Pour moi, c'est bon. D'accord. Les autres aussi, ça va? Parce qu'il y en a que j'entends jamais. Vous êtes endormis ou... Ouais, ça va, c'est assez compréhensible. Ouais, c'est pas un texte trop difficile celui-là. L'idée, c'est de bien comprendre que là, on est dans un moment où justement la femme en a marre et elle se révolte. Et puis derrière sa révolte, qui est une révolte dans un premier temps personnelle, puisque son mari l'accuse d'avoir découché, finalement, il va y avoir une révolte de la femme en général et il va y avoir
voilà, une crise féministe et George Sand va dire stop, il y en a marre que les hommes aient le dessus sur les femmes. Donc là, on est vraiment dans l'idée individu, morale et société. Il faut bien les comprendre, ces textes-là, pour être capable de répondre à une dissertation. D'accord. Je vous proposerai donc les semaines où vous allez passer à l'oral. Ah bah oui, alors la semaine où on se retrouve en distanciel après les 15 jours de vacances. Pendant les 15 jours de vacances, vous embêtez pas. Les 15 jours de vacances, vous allez faire votre carnet du lecteur, terminer votre carnet du lecteur officiel. Vous pensez bien à toutes les fiches de lecture, y compris celles que vous pouvez ou non me rendre aujourd'hui. Hein. Vous allez évidemment réviser tous vos textes après avoir fait toutes vos fiches bac. Vous serez interrogé bien sur les 17 textes exactement comme le jour du bac, mais on s'arrêtera à 17. On n'en fera pas un de plus. D'accord ? On verra d'autres textes pour être capable de les utiliser en dissertation, mais ce sera tout. Maintenant, quand je vous ferai passer à l'oral, je vous proposerai des sujets de dissertation pour que vous puissiez vous entraîner à faire des plans sur des sujets de dissertation, parce que la dissertation, malgré tout, c'est quand même quelque chose de facile, et si jamais le texte de commentaire ne vous inspirait pas du tout, il faut malgré tout être en mesure de pouvoir prendre la dissertation. Donc, on travaillera sur des textes comme ça et je vous donnerai des sujets. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est pour la séance de demain, je vous ai proposé un sujet de bac blanc avec un texte et une dissertation. Si vous souhaitez le faire pendant les vacances, puisque en fait, on n'est pas très sûr de pouvoir récupérer ce devoir de 4 heures sur table, si vous avez envie de le faire pendant les vacances, faites-le. Et c'est comme ce que je vous avais donné avant. Dans votre cas, je n'ai pas du tout récupéré de commentaires d'ailleurs. Est-ce qu'il y en avait qui l'avaient fait le commentaire sur l'extrait de l'archipel du chien? Je crois pas, hein. Allô, allô? Oui, on est là. Oui. Donc non, personne ne l'avait rendu. Bon, c'est pas grave. C'est quoi? J'ai jamais entendu ça. C'est quoi? Si je vous avais donné un texte sur, c'était un début de roman sur l'archipel du chien pour vous préparer au DS de 4 heures. Je vous avais dit, vous pouvez le rendre ou pas si vous le souhaitez. Donc là, c'est de la même façon, je vous ai donné un devoir de bac blanc, donc un sujet qui a été donné à des élèves. Si ça vous intéresse, regardez, faites-le. Si vous voulez que je le corrige, vous me l'envoyez, d'accord ? Et puis comme ça, je pourrais vous aiguiller et vous dire ce qui va ou ce qui va pas, d'accord ? Pendant les vacances, vous pensez bien aussi que vous avez 2 livres idéalement à lire, donc Le Prénom et puis Phèdre. Et puis Aloysius Bertrand, Gaspard de la Nuit ou Paroles de Prévert. En sachant que si vous avez des difficultés en lecture, on a dit que vous choisissiez plutôt Le Prénom et plutôt les Paroles de Prévert. N'oubliez pas, juste avant, du coup, ça nous laisse une semaine de plus. Mais il faudra que quand on se revoit pour faire le texte 17, vous me disiez quelle œuvre vous souhaitez présenter à l'oral le jour du bac. Parce que je vais devoir, moi aussi, le préciser au rectorat. Donc, il va falloir que vous me fassiez un retour. Si vous le savez dès maintenant, vous pouvez m'envoyer un message. Si vous avez déjà tout lu, vous pouvez me dire, moi, je suis sûre de présenter ce livre-là. Ou je ne sais pas si vous avez eu un gros coup de foudre pour La Tresse ou En attendant Bojangles. Vous pouvez déjà me le dire. J'en ai besoin pour le bac blanc, ça c'est une chose, mais je vais en avoir besoin aussi pour le remonter au rectorat quand je vais lui envoyer tous les textes qu'on a faits. Donc ça, c'est vraiment important. Autre chose, ça n'a rien à voir, et là, je dépasse mon rôle de professeur de français pour rentrer dans un rôle de professeur principal, mais on nous rappelle en continu qu'il faut absolument que vous validiez le choix de vos spécialités sur le site Cyclades. Vous avez reçu des mails, il faut absolument que vous alliez sur ce site pour valider le choix des spécialités. C'est avant le 30 avril, mais il faut que vous le fassiez le plus rapidement possible. En plus, vous risquez d'oublier, ça c'est très important. D'accord ? Donc pensez bien à ça. Oui. Et plusieurs à ne pas avoir de code. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Dans ce cas-là, il faut envoyer un message directement à Madame Courtois. Moi, j'ai appelé l'accueil et... Oui. Je crois qu'ils m'ont envoyé. Ils te les ont renvoyés ? Ils ont dit qu'ils m'ont envoyé. Et alors, ces moi, codes-là, c'est les codes Scolinfo, c'est quoi en fait ces codes-là ? C'est des codes particuliers ? C'est des Non, codes en fait, c'est des papiers qui hyper vous longtemps pour je sais plus trop quoi.
Je trouve ça un peu stupide de nous les avoir donnés, genre, Non. vraiment longtemps à l'avance. Non, en fait, c'était Bah, papier qu'on si, genre, ils savaient très bien qu'on allait avant. les perdre, quoi. Enfin, c'est. Non, là, on Non, n'anticipe mais. pas. Non, alors pas de jugement. Donc, c'est des codes qu'on vous a donnés, mais qu'on vous a donnés sous quel format? Sous format papier, sur Scolinfo? Comment est-ce Format qu'on vous les papier. a donnés, ces codes? C'était en format papier. D'accord. C'était des tout petits codes, c'est les petits codes qu'on vous a donnés à la rentrée? Non, ça, c'est les codes Scolinfo, c'est quoi? J'arrive pas à Non, voir. en fait, C'était, si vous voulez, c'est un format papier. Et en fait, si vous voulez, il y a comme un identifiant et un mot de passe. Et Oui, on va sur le site et on marque ces identifiants et tout. Et du d'accord. coup, après, on marque sur notre candidature, on valide notre candidature si c'est bon, et puis c'est bon. Mais il y en a certains, ils l'ont pas eu, ou on l'a pas donné. Mais du coup, D'accord. je me suis renseigné, et en fait, il faut appeler Madame Courtoise, si c'est comme ça. D'accord. Ok. Bon, bah dans ce cas-là, peut-être si vous êtes plusieurs, regroupez-vous. C'est pas la peine d'envoyer un courrier par courrier. Essayez ou contactez votre professeur principal. Bah moi, voyant qu'il y a ce problème-là chez vous, je pense qu'il y aura ce problème-là dans ma première D. Je pense que je vais directement envoyer un message à Madame Courtois pour qu'elle nous redonne tous les codes. Comme ça, ce sera peut-être plus facile. Et puis comme ça, peut demander à votre professeur principal qu'elle fasse la même chose. Parce que ça, c'est vraiment important. Si vous passez à côté de ça, là, c'est pour votre bac, c'est très, très problématique. D'accord, donc c'est l'histoire de code qui vous bloque. Ok, bon. Bon, concernant le français, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez bien compris tout ce qu'il fallait faire? Je vais le remettre évidemment sur Scolinfo. Est-ce que c'est bon pour vous? Madame, pour vous envoyer la Oui, fiche Oui, sur l'adresse, on peut vous oui. l'envoyer par mail. Oui, tu me l'envoies. Soit, il y en a qui me l'ont envoyé sur Scolinfo, il y en a qui me l'ont envoyé par mail. Voilà, c'est comme tu veux. Il n'y a pas Je de peux vous l'envoyer souci. à quelle adresse Par email? contre, vous l'avez pas? Bah, c'est tout simple, hein. C'est tatiana.duciel@gmail.com. Vous pouvez la Et puis, marquer dans information français ouais, quelque part, s'il vous plaît. ça marche. Ouais, je la remets sur Discord. D'accord, Vous merci. n'oubliez pas, vous me l'envoyez bien en PDF. Parce qu'il y a des élèves qui me l'ont envoyé sous format zip ou je ne sais quoi. Et alors ça, je ne peux pas l'ouvrir. Donc, quand vous me l'envoyez, vous mettez bien sous PDF. Et puis même des fois, quand c'est même pas zip, si vous me les mettez pas en PDF, des fois les images bougent et ça donne tout et n'importe quoi. Donc, voilà. Mais justement, moi je le fais pas avec Word, je fais qu'un autre logiciel et des fois les images, ça c'est un petit peu buggé. D'accord. Mais normalement, en PDF, si tu bloques tout, ça doit être bon. Bon, bah, D'accord, je mets mon adresse sur le groupe Discord, il n'y a pas de souci. merci. Très bien. Mais normalement, Bon, c'était pour demain la fiche de lecture, non? normalement, je n'ai pas entendu. Normalement, c'était pour demain la fiche de lecture, enfin pour jeudi. Ah oui, pardon, oui, je vous l'avais mise pour demain, puisque normalement, aujourd'hui, on n'aurait pas dû se voir. Aujourd'hui, vous auriez dû être en devoir de 4 heures. Oh, la chance que vous avez d'être confiné, hein, si c'est pas de la chance, ça. Donc oui, effectivement, tu as raison, la fiche de lecture, c'est pour demain. Vous me l'envoyez voilà, Oui. jusqu'à demain, il n'y a pas de souci. Pensez à bien me l'envoyer, par contre, parce que, voilà, après, vous allez avoir votre note d'oral, elle sera qu'au F4. Voilà, la moyenne risque d'être un petit peu compliquée. J'essaierai de refaire un petit contrôle quand on se reverra. Le problème, c'est qu'on va pas se voir beaucoup. Concernant les passages à l'oral, ce qu'on avait dit, c'est qu'évidemment, ceux qui devaient passer la première semaine, donc la semaine du 26 avril, comme on sera en distanciel, vous n'allez pas passer. Mais ceux de la deuxième semaine, vous gardez exactement votre horaire de passage, on ne change rien. Vous pensez bien aussi que, mais ça je vous en reparlerai après les vacances, qu'il y a Gilles Marchand qui vient. Et donc le mardi, on va le rencontrer. Donc il faut absolument que vous ayez lu au moins la nouvelle que je... Avec vous, je l'avais lu ou pas? Je me souviens plus. Oui, avec vous, je l'avais lu. C'est avec les premières dés que j'ai pas dû la lire. La nouvelle de Gilles Marchand, où c'est un personnage qui passe son temps à s'inventer une vie, qui se cache sous une couverture au bureau et qui est complètement fou, qui devient complètement fou. Oui, je crois que je vous l'avais lu. Oui, on Donc il l'avait lu ensemble. faudra... Ouais. Donc il faudra absolument que vous ayez des questions à lui poser pour que la rencontre soit dynamique et vivante. D'accord? Donc il faudra travailler là-dessus. Le 7 mai, personne ne passe à l'oral. Le 7 mai, il y a Gilles Marchand qui vient. Donc voilà. Et puis par contre, ceux qui devaient passer la semaine du 26 avril, on va les décaler à la semaine d'après, en sachant que c'est une semaine où il y a un pont et que le jeudi et vendredi, il n'y a pas cours. Et donc ceux du jeudi et vendredi, il faudra qu'on les redécale encore. Voilà.
Bon, on va essayer de voir tout ça, mais du coup, ça va faire. Et pendant ces 15 jours, vous n'aurez pas de français, vous n'aurez pas évidemment de distanciel, puisque je ne peux pas être partout, je ne peux pas me découper. Mais par contre, je vous donnerai des sujets de dissert ou des choses comme ça à travailler un petit peu. D'accord? Bon, ben voilà, ça c'est fait. Ah non, pardon, on a oublié un truc. Qu'est-ce qu'on a oublié concernant cette lecture linéaire, cette Les analyse? mouvements. Oui, on a oublié Le les mouvement. mouvements. Allez, regardez un petit peu ce texte et essayez de m'expliquer comment vous découperiez ce texte en En 3 deux. ou 4 mouvements. Ah ouais. Comment est-ce que vous voyez déjà? Où est-ce que vous vous arrêteriez dans un premier temps? La première découpe, elle est assez facile. Ligne 1, ligne 5. Oui, tout à fait. Ligne 1 à ligne 5, c'est le premier mouvement. On a un mouvement, une sorte de présentation par le narrateur, une sorte d'anticipation du narrateur pour vous dire, d'un narrateur omniscient, qui est en train de vous dire, voilà, en gros, ce qui va se passer. Ensuite, jusqu'où est-ce que vous iriez? Donc, de la ligne 6 à combien? Moi, Il y je a, dirais, il y a... Oui, vas-y. moi, je dirais de la ligne 6 à la ligne 15. Et on peut dire que c'est un dialogue normal, on va dire. Et, Oui. et après, la suite, du dialogue, ce serait un dialogue dur, quoi, avec les insultes et tout ça. Ouais, mais si on se base pas sur les insultes, si on essaie de se baser sur le fond du dialogue, parce que les insultes finalement, ouais, je suis d'accord avec toi. À partir de la ligne 16, le colonel Delmar est vraiment en train de perdre le contrôle et il est vraiment violent et menaçant. Mais en même temps, je pense pas qu'il faille le découper comme ça. Par rapport au thème, à l'idée d'Indiana, il y a un moment où il y a une coupure, il y a un moment où elle prend plutôt une certaine position et il y a un moment où elle change de position. Est-ce que vous êtes capable de repérer ça? Pour moi, c'était soit comme l'a dit Alexis après m'adresser cette question, mais Oui. aussi j'ai l'impression qu'après après son grand paragraphe, après elle est plus, elle parle moins en fait. C'est plus Colonel qui va parler. Non. Alors, à savoir que ces découpages en mouvement, il faut que vous soyez capable de les défendre. Pour moi, de la ligne 1 à 5, on est d'accord, c'est un narrateur omniscient qui va annoncer la suite. Et ensuite, on rentre dans le dialogue, et le dialogue vraiment sur l'événement qui est important, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle a découché. Et donc ça, pourquoi est-ce qu'elle a découché, c'est vraiment de la ligne 6 pour moi jusqu'à la ligne 18. Jusque-là, en fait, l'incident de départ, c'est vraiment elle a découché et elle veut pas répondre. Pour moi, à partir de la ligne 19, on rentre dans un tournant, c'est-à-dire que là, Indiana va plus rester au niveau de sa situation personnelle, elle va l'élargir à la situation de toutes les femmes et elle va, en gros, s'adresser à tous les hommes et à la société. Voilà, et derrière elle, évidemment, George Sand. Pour moi, le tournant de ce texte, c'est à partir de la ligne 19. Je sais, je suis esclave, et vous, le Seigneur, la loi de ce pays vous a fait mon maître. Là, elle se cache d'une certaine façon pour pas répondre à la situation de la femme en général. Maintenant, voilà, vous pouvez le défendre comme vous voulez. Moi, je ferai ces 3 parties-là, ligne 1 à 5, un narrateur omniscient qui annonce un peu la suite. Ligne 6 à ligne 18, une discussion houleuse de couple. Mais je suis d'accord avec vous, hein, il y a le ton qui monte de plus en plus. Mais à partir de la ligne 19 jusqu'à la ligne 30, finalement, on a une sorte de combat, finalement, homme-femme. Et c'est plutôt un combat de statut avec un T, hein, de situation, de position d'homme-femme. Est-ce que ça vous semble défendable? Oui, c'est logique. Voilà. Après, si vous souhaitez le découper autrement, vous me le dites et vous me dites comment vous le découpez et pourquoi. Vous mettez le titre. Donc, Alexis, si tu restes sur ta position,
Moi, j'ai l'impression qu'il est déjà très énervé dès le départ, en fait. Hein. Quand il dit en vérité, dit-il d'une voix chevrotante, vous espérez me le cacher, c'est déjà extrêmement agressif dans sa façon de le dire. Donc, Non, effectivement, oui. C'était une supposition. Hein. Ah, ben, je suis d'accord. Non, mais on est dans les suppositions et tu as tout à fait raison. Non, j'essayais de voir comment, si tu voulais défendre ça, comment tu pouvais le faire. L'idée, en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'à chaque fois, l'examinateur vous dise oui, mais comment vous le justifiez? Parce que dans les questions, il va y avoir des questions, voilà, ça peut partir dans tous les sens. Et on peut vous demander comment vous justifiez votre découpage en mouvement. Et il faut vraiment pouvoir le défendre, quoi. Il faut vraiment l'argumenter. Donc, moi, je le ferais plutôt comme ça. Mais vous, après, vous faites comme vous voulez. Je vois pas beaucoup de feedback. Je vois pas beaucoup notamment de problématiques, voilà, de choses qui pourraient vous poser problème. Alors, je suis d'un naturel très optimiste et je me dis que tout va bien pour vous. Mais sachez que si vous voulez que je regarde, je sais pas, soit des problématiques, soit des feedbacks pour lesquels vous seriez pas très confiant, c'est possible aussi. Vous me les envoyez. Il n'y a pas de souci. Ok. Bon, c'est bon pour ce texte, tout est parfaitement bien compris. Bah oui. Dans Ouais. le Bon. globalement, oui. Globalement, oui. Là, il faut faire votre feedback tout de suite. C'est-à-dire que là, vous vous lancez sur la feedback parce que là, on vient de le faire et ça va être facile pour vous. Et donc, demain, techniquement, la feedback, elle doit être terminée pour que ce soit le plus facile pour vous. Comme ça, vous serez à jour dans vos feedbacks aussi. Il faut absolument que vous soyez à jour dans vos feedbacks avant la reprise en distanciel quand on fera le texte 17. Il faut vraiment que vous ayez tout fait pendant les vacances. Vous n'aurez pas le temps, la semaine du distanciel, de tout refaire, c'est pas possible. D'accord. Bon, bah voilà, jeunes gens. Une affaire rondement menée. Un texte 16 bien fait. Et puis, voilà, on arrivera à 17 textes, ce qui me semble franchement raisonnable vu la situation. Puisque le minimum, c'est 14. Ça fait 3 de plus. Ça me paraît bien. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée. Profitez un petit peu de ce beau temps, malgré tout. Hein, restez pas enfermés chez vous, aérez-vous. Et puis voilà. Bah, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne Au revoir. journée, Bonne au journée. revoir. Antoine. Antoine, dis-moi, Ouais. t'es là? Oui, je suis là. Ouais, tu mets la vidéo directement ou quoi? Ouais, je vais la mettre là. Ok, bah nickel.